Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Merci, vous êtes nombreux à la reprise et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conférence. On va vous parler de la chaussure. Alors, on l'a mis bien en évidence parce qu'on va vous raconter son histoire et d'où elle vient et jusqu'où elle va aller. Pour commencer avec cette histoire que vous allez nous raconter, je vais vous proposer l'un et l'autre de vous présenter, de nous présenter ce que vous faites. Renaud, tu lances les hostilités ? C'est parti. Bonjour, je m'appelle Renaud Montin, je suis le directeur marketing et digital d'Eram, qui appartient au groupe Eram. L'enseigne Eram, c'est un peu plus de 330 magasins en France et en Belgique. On fait à peu près 200 millions d'euros. On est une entreprise locale, puisque en fait, notre siège est dans le Maine-et-Loire, et on appartient donc au groupe Eram, qui est un groupe 100% familial, qui a une douzaine de marques, dont les plus connues comme Gémeaux et Tati, par exemple. Et donc, on est très content d'être ici et en présence de Fossilis pour présenter notre projet. Julien, je m'excuse d'avance, ton Twitter n'est pas passé. C'est pas grave. Si tu veux le rappeler. Julien Sourmand, tout attaché. Super, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc, je suis le fondateur de la société Fossilis. Donc, on est aux antipodes d'Eram en termes de taille. On est une petite agence digitale sur Lille, 25 personnes, avec un bureau également à Shanghai. Notre métier, j'en parlerai un petit peu après, mais c'est d'accompagner les enseignes de retail dans la transformation digitale. Merci. Et donc, pour ceux qui me suivent déjà sur Twitter, moi j'édite un média qui s'appelle Aruco et qui s'occupe uniquement des objets connectés. Et je suis très content d'être avec vous pour vous parler de cette histoire. On dit un petit mot sur Eram et sur l'historique d'Eram. Eram, comme je disais, effectivement, on est le leader de la chaussure en centre-ville. On fait des chaussures d'hommes pour hommes, pour femmes, pour enfants. Notre positionnement, c'est quoi ? C'est d'avoir tous les meilleurs produits au meilleur rapport qualité-style-prix, donc tous les produits de la tendance du moment, on les a chez nous et on vous les offre à un bon rapport qualité-style-prix. On existe depuis 1927. Alors juste pour la petite histoire, que vous sachiez pourquoi ça s'appelle Eram, ça a été fondé, alors l'entreprise est née en 27, la marque en 32, et par les deux prénoms des fondateurs, qui étaient Marie et René, et donc les initiales inversées, le Re et le Ma, qui a constitué Eram. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire. On vient de la production à la base. On a encore 2 usines dans le Maine-et-Loire. On produit 2 millions de paires de chaussures. On s'est transformé après en retailer. Et en fait, on va plutôt parler aujourd'hui de la transformation digitale et des projets digitaux d'Eram, parce que finalement, il y a 3 générations de la famille derrière tout cela. Et la 3e est sur ces sujets-là. On dit un mot, Julien, sur vous, votre activité, parce que en fait, vous avez l'activité initiale de Fossilis. Alors, c'est le digital au sens large et les objets connectés, c'est une activité plus récente qui est arrivée il y a 1 an. Et notre premier fait d'armes a été ce projet avec Eram. Notre métier initial, pour l'expliquer, je l'illustre par ce qu'il y a derrière vous, c'est le Furet du Nord à Lille. Donc, pour ceux qui ne sont pas lillois, c'est la Fnac de Lille. À un moment donné, ils ont déménagé leur rayon CD physique du premier étage au sous-sol. Ils ont divisé par 2 la surface de vente. Grâce à ce qu'on appelé le bar à musique, on a mis des iPads à disposition des clients pour que ceux-ci puissent se connecter sur Deezer et écouter plus de 2 millions de titres. Donc c'est globalement comment on fait rentrer un grand magasin dans un petit magasin. Ça passe aussi par des applications mobiles, des dispositifs in-store, des tablettes vendeurs. Et le tout avec de l'innovation, les beacons, les applications mobiles depuis 2009, les beacons depuis 2013. Les objets connectés l'année dernière, et notre sujet d'innovation de l'année, on est sur l'intelligence artificielle et les chatbots. Merci. On va parler pour parler de cette chaussure, finalement, il faut parler de la rencontre qui a été la vôtre et dans quel contexte vous êtes rencontrés et comment cette idée finalement est née et la collaboration a abouti, puisque Julien, tu expliquais le hardware, faire des produits physiques, c'était pas quelque chose auquel vous aviez l'habitude. C'était pas notre métier initial, même si on a une personne avec nous qui s'appelle Rudy, avec qui on est allé au CES, donc dans le cadre du projet, qui est un électronicien à la base. Notre métier n'était pas sur le hardware. Toutefois, à Lille, on a un organisme qui s'appelle le PICOM, le pôle de compétitivité du commerce, c'est un peu dur à dire. Et chaque année, il faut un appel à projet où les PME peuvent proposer aux enseignes des idées innovantes. On s'était dit que cette année, on ferait un objet connecté. On a vu qu'Eram était dans la liste des enseignes qui attendaient l'appel à projet. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de connecter une chaussure. Dans un premier temps, peut-être de modifier l'aspect de la chaussure. Et c'est arrivé assez naturellement sur changer la couleur de la chaussure. Donc c'est dans le cadre de cet appel à projet qui s'appelle le New Shopping Experience que l'idée de la chaussure est née. On va montrer la petite vidéo que vous aviez amenée. Si on peut la lancer derrière.
Waouh. Alors, dans la vidéo, on voit que la chaussure, elle n'a pas la même apparence que celle qui est sur la table. Et on va expliquer pourquoi avant de révéler les secrets de ce produit-là. C'est parce que vous êtes allé assez loin pour présenter ce produit. En fait, on avait commencé effectivement dans les enjeux de départ, après je te laisserai expliquer techniquement, sur le fait qu'il fallait un petit peu de place pour mettre tout l'électronique qui était embarqué. Donc la première réunion qu'on a faite en interne, au final, on s'est dit on va prendre une chaussure compensée, parce que c'est là qu'on aura le plus de place pour mettre tout l'électronique. Donc on est parti en fait assez naturellement là-dessus. Alors vous verrez qu'après on a un peu pivoté, mais du coup je vais te laisser après expliquer ce qu'on met à l'intérieur, mais c'était parti tout bêtement de ça, en fait, de se dire qu'il fallait une chaussure dans laquelle on ait de la place d'embarquer de l'électronique. Donc vous êtes parti d'abord sur une sandale, et puis vous avez fait donc les tests. Globalement, quelles sont les contraintes d'un objet connecté sur lequel on marche en permanence ? Alors, il y a pas mal de contraintes. Il y a des contraintes qu'on va dire qu'on évacue sur la partie prototypage. Aujourd'hui, clairement, la partie résistance au choc, longévité de la batterie, etc., ce sont des contraintes que l'on va commencer à regarder aujourd'hui, puisqu'on en parlera à la fin sur les next steps du projet. Aujourd'hui, ce que vous avez devant vous, ce que vous voyez là, c'était des prototypes. Donc, on ne s'est pas posé ce type de contraintes. Les contraintes, c'était plus des contraintes déjà d'esthétique, de luminosité, et de faire tenir dans la semelle de la grosse chaussure l'électronique qui va bien, pour ensuite miniaturiser tout cela, pour le faire tenir dans une chaussure comme ça, pour avoir un prototype et pouvoir tester le marché. Alors, qu'est-ce qui étaient les prérequis de la part d'Eram pour se lancer dans un projet comme ça ? Vous avez une culture de chausseur. Partir dans de l'objet connecté, c'est aussi se mettre en risque quelque part vis-à-vis de l'image et des codes qui sont ceux de vos produits habituels. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'objet connecté que vous avez mis au point ensemble par rapport à vos codes initiaux ? La vraie difficulté en ce qui concerne la partie plutôt Eram, c'était de dire que une chaussure, ça déjà, c'est en 3 dimensions. Hein, et donc, il faut assembler ce qu'on appelle une tige, qui est le haut de la chaussure, avec une semelle, et que tout ça, il y a des torsions, et qu'il y a beaucoup de choses à embarquer. Donc, en fait, toute la complexité a été en fait, de définir comment on allait embarquer tous les éléments pour que ça loge dans la semelle, pour qu'on puisse fermer le produit, pour qu'on puisse garder un chaussant, et ça puisse ressembler à une vraie chaussure. Donc, en fait, tout le challenge a été en fait de garder notre savoir-faire de chausseur et toute notre expertise là-dessus, en la mêlant avec l'expertise sur la partie techno et hardware pour faire un assemblage du mieux possible en fait. Et donc on a travaillé avec notre bureau d'études dans notre usine qui est à Montjean-sur-Loire. Elles ont été toutes les deux fabriquées à Montjean-sur-Loire. On voit là des personnes du bureau technique qui faisaient des essais, des assemblages par rapport à la bande aussi de fibre optique qui a certaines contraintes qui ne peut pas être complètement pliée en deux, parce que comme c'est de la fibre, c'est de la lumière qui coule et c'est comme un tuyau d'eau. Si on le coupe en deux, l'eau ne passe plus. C'est exactement la même chose. Donc il y avait des grosses contraintes aussi là-dessus. Et donc on a tenu avec ça finalement. C'est un peu de l'artisanat 2.0. Au final, on continue à faire notre métier de chausseur, de fabricant de chaussures, mais dans lequel on embarque une partie en fait techno. Julien, qu'est-ce qu'il y avait pour vous de plus compliqué dans la mise au point de ce produit-là vis-à-vis justement des codes d'une fabrication de chaussures, et est-ce que c'était finalement un atout d'avoir l'expertise d'Eram qui était assez locale et sur laquelle vous pouviez vous appuyer et en même temps apporter votre expertise plutôt technique ? Il est clair que nous, le monde de la chaussure, on ne connaissait pas du tout. On commençait à connaître la partie électronique, ne serait-ce que par exemple pour pouvoir faire tenir la fibre optique en fait, qui est le tissu qui est sur la chaussure, sur une tige de chaussure classique. Ça a été déjà tout un défi qu'on est allé relever avec Eram dans les usines. Nous, on s'est vraiment concentré sur la partie technique et l'apport d'Eram a vraiment été de comment est-ce qu'on arrive à marier la chaussure avec l'électronique sans dénaturer le projet. Le but, c'était pas de faire une chaussure on était au CES, on en parlera tout à l'heure, on a vu beaucoup de chaussures technologiques qui ressemblaient à tout sauf à des chaussures. C'était pas du tout l'optique de notre projet. L'optique de notre projet, c'était de faire un objet de mode, pas de faire un objet retour vers le futur. C'est vrai que nous, par rapport à notre ADN, on n'est pas du tout parti sur ce qu'on appelle le quantified self. On est vraiment parti sur nos 4 valeurs, c'est la mode, l'expertise, la proximité et l'audace. Et on est vraiment parti sur en fait, un cas d'usage de mode qui est de dire finalement les personnes en magasin arrivent dans les magasins et disent je me suis acheté une robe, je veux la chaussure qui va avec. Et on dit on va vous offrir finalement une chaussure modulable à souhait en fonction de vos envies. Et on est vraiment arrivé sur ce cas d'usage-là. Et d'ailleurs, au CES, on anticipe sur ce qu'on nous a dit, mais on a tous dit finalement de tout le pavillon des Français qui étaient là, de dire vous êtes finalement le vrai French Touch
avec ce côté mode, en fait, alors que tout l'autre était parti plutôt sur un côté techno. Et c'est ce qui fait aussi le côté plus futile, finalement, qu'a fait son succès, en fait. Alors parlons justement avec toi, Julien, du côté technique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chaussure? Alors, on la voit dans la vidéo, elle est fonctionnelle, elle est toute belle et bien finie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on met dans une chaussure connectée finalement? C'est relativement simple en soi, hein, comme disait Renaud. Pourtant, on a du Quantify Self, on a des capteurs là-dedans, mais on ne les utilise même pas pour l'instant. Donc, on a globalement une batterie qui se recharge par induction. Pareil, dans l'aspect mode, le but, c'était pas d'avoir un port USB sur une chaussure, ça n'avait pas de sens. Donc, on a mis une recharge par induction avec un tapis qui est livré avec la chaussure. Il suffit de poser la chaussure dessus pour qu'elle se recharge. À cette batterie qu'on a connecté un microcontrôleur, du Bluetooth, et on va dire l'aspect esthétique est réalisé par une fibre optique qui est une boîte française qui réalise ça, c'est de la fibre optique tissée. Et cette fibre optique est reliée à une LED, une lumière, et c'est justement en faisant varier la couleur de cette LED qu'on arrive à irriguer tout le tissu et à faire changer le tissu de la couleur du tissu. D'accord. On peut faire une démo si vous voulez. Par contre, est-ce que vous pouvez baisser un peu la lumière? Parce que c'est quand même un objet plutôt de nuit, on va dire. Vous allez le voir. Yes. Voilà, merci. On peut tout faire ici. Donc en fait, on a soit des couleurs prédéfinies que vous avez sur une appli qui est sur le téléphone, donc il faut télécharger l'application. Donc soit je change des couleurs sur une palette, ça marche, je vois pas moi de mon côté, c'est bon, merci. Voilà. Ou bien du coup, la moquette est orange. Je vais capturer la couleur avec la fonction caméra. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc c'est pas top. J'ai les reflets de tous les trucs, mais bon. Et je valide la couleur, et du coup, ça la répercute. Donc en fait, c'est ça vraiment le cas d'usage qui plaît beaucoup, c'est qu'en fait, vous pouvez capturer votre vernis à ongles, votre rouge à lèvres, votre sac, tout ce que vous voulez, vous l'accordez à la chaussure, et la chaussure se propage. Ou son maillot de foot. Ou son maillot de foot. Exactement. Et on a une fonctionnalité un peu plus gadget également qui permet de changer la couleur au rythme de la musique en se servant du microphone de l'appareil photo. Bon, soyons clairs, c'est un produit jeune. Hein, on est plutôt dans le trend des jeunes avec les chaussures avec des LED, etc. Et surtout de la génération Z qui veut toujours personnaliser ses habits, personnaliser tout ce qu'elle touche. Là, on est bien dans ce trend-là. Alors, je l'ai affiché juste derrière nous. Vous avez eu pas mal de retombées avec ce projet et vous êtes allé le présenter avec beaucoup de succès au CES. Il y a eu énormément d'intérêt de la part d'un public assez varié. Et c'est aussi grâce à ça que vous avez beaucoup appris et presque pris conscience de l'ampleur de ce que vous aviez réalisé. À la base, l'objectif était lequel et après le CES, comment vous avez réévalué l'objectif de ce produit-là? Je pense qu'en fait, quand on a fait le projet donc avec le Picom, on ne se rendait pas bien compte de ce qu'on faisait. En fait, on arrivait, je me souviens très bien en fait, quand on était à Lille, et puis à la fin de la première journée, en fait, il y avait aussi d'autres enseignes qui présentaient d'autres projets. Et on a un peu abrogé tout le trafic finalement du stand vers notre stand. Et on s'est dit, et c'est Julien qui est venu me voir, je rends César ce que t'as César, et qui dit, faut pas qu'on s'arrête là, faut qu'on aille au CES. Et puis moi, je me m'attendais pas du tout. Je suis dit, tiens, ouais, pourquoi pas. Et puis on s'est dit, bon allez, on y va. Et on était fin octobre, je crois, de mémoire. Et le CES, c'était au mois de janvier, on n'avait pas de stand, on n'avait rien. Et on n'avait pas ça. Et on n'avait pas la prototype V2. Et donc on s'est dit, on a 2 mois pour trouver un stand et faire un deuxième prototype et y aller. Et en fait, c'est vrai que depuis le début, on n'a pas de trajectoire réellement prédéfinie, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend un peu en marchant et on prend du feedback au fur et à mesure. Et le CS est à une deuxième étape où on a d'autres feedbacks. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on le fait depuis le début, quoi. Et elle s'est même retrouvée au CES Shanghai il y a quelques semaines. Donc elle a fait quasiment le tour du monde sur cette version-là. Puisque vous avez des bureaux aussi en Chine et que... Alors, on va parler justement à la fois alors, vous la voyez derrière nous, mais vous l'avez vu en vrai, donc c'est mieux de l'avoir fonctionné. On va parler à la fois des cas d'usage et aussi des choses que vous n'aviez pas anticipées. Quels sont les cas d'usage sur lesquels, outre aller en boîte de nuit et l'associer à son rouge à lèvres, quels sont les autres usages que vous avez identifiés et sur lesquels vous voulez positionner ce produit-là? Les cas d'usage, on en a récupéré pas mal au CES, justement. Ça fait aussi partie des objectifs pour répondre à ta question. Et clairement, il y a un objectif, effectivement, d'apprendre, en fait, ce que j'appelle le retour vraiment à la surexpérience et sur un vrai apprentissage. On a eu des boîtes, par exemple, suisses, qui étaient plutôt dans la sécurité et qui disaient tiens, il y a des zones où je ne peux pas aller, où j'ai le droit d'aller. Si je n'ai pas le droit d'y aller, il faut que ça clignote. Si j'ai le droit d'y aller, ça affiche une telle couleur.
On peut imaginer, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a sorti un truc tout bête. Ah ouais, au lieu de mettre le réveil pour prendre ma pilule, ça peut clignoter. Enfin, on a tout entendu en fait, jusqu'à des choses où dire bah tiens, je suis sur Mythique, on a les mêmes profils, il y a une soirée et puis on se rencontre et ça clignote quand je passe quoi. Donc je pense qu'après, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut envisager tout un tas d'usages. C'est vrai qu'on n'est pas parti sur la partie Quantified Self, mais on pourrait à terme aussi embarquer de la data. Et après, faire en sorte qu'il se passe des choses un peu rigolotes qui soient aussi dans notre ADN, en fait, parce qu'on ne va pas être vraiment sur le côté actif, nous, en ce qui concerne ERAM, même si, pourquoi pas, mais ce n'est pas vraiment notre premier créneau, quoi. Bien sûr. Après, soyons clairs, c'est un objet qu'on nous a souvent dit futile, mais on l'assume tout à fait. C'est vrai, dans l'absolu, oui, c'est vrai, c'est pas une chaussure qui fait papa-maman, c'est juste une chaussure mode qui change de couleur, et dans les jeunes générations, ça plaît beaucoup. Est-ce que c'est pas une qualité dans ce cas-là? Parce que si vous faites un bon objet futile, c'est une vraie qualité. Il n'y a pas besoin que d'objets sérieux Ouais, bah c'est justement ce qu'on disait, au CES, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Ils disent, vous êtes le vrai objet fashion finalement des boîtes qu'on a vues, et c'est ça qui a plu, quoi. C'est ça qui plaît depuis le début. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment resté aujourd'hui sur cette idée-là qui plaît, c'est la simplicité en fait. Et on voit bien de toute façon que toutes les choses qui marchent aujourd'hui, quand on regarde des marques qu'on connaît, de grosses notoriétés comme Apple ou tout ça, c'est des choses très simples. Et donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on garde en termes d'ADN et d'état d'esprit. Où est-ce qu'on va retrouver ce produit? À quelle échéance? Et quelle est la vie que vous anticipez pour ce produit? Est-ce que ça va être distribué? Est-ce que ça va rester comme certains concept cars chez les fabricants auto? Bah là, en fait, la chaussure est vraiment réelle, est vraiment vraie. Elle a été montée dans notre usine, donc le POC, il est validé. Ce qui n'est pas validé aujourd'hui, c'est effectivement toute la partie normes, la réglementation. On n'a pas poussé à l'extrême des tests d'usure, donc de flexibilité, l'humidité, toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est toute cette partie-là. En fait, la chaussure, on peut la faire telle que maintenant, c'est toute la partie réglementation, qualité et durabilité en fait. Donc c'est cette phase-là qu'on est en train d'attaquer. Après, dans un moyen long terme, il y a potentiellement d'autres évolutions. Puisqu'en fait, à la base, quand même, c'est pour ça qu'on l'a appelé Chameleon Shoes, c'est d'avoir une chaussure personnalisable. Donc après, là-dessus, il y a des choses qui peuvent aussi arriver. Mais... Est-ce qu'on peut imaginer une chaussure qui soit entièrement recouverte de ce matériau-là, de fibres? Oui, on peut l'envisager. Après, il faut voir que là, je ne sais pas si vous aviez vu tout à l'heure, la première version, elle était sous une cloche. Ouais. C'était pas pour la théâtralisation, c'était purement parce que si vous la mettiez dans une ambiance comme ça, ou même quand on a baissé la lumière, vous ne voyez strictement rien, parce qu'elle avait beaucoup de tissu et donc elle avait besoin de beaucoup d'énergie, donc une grosse batterie. Aujourd'hui, la quantité de batterie consommée est proportionnelle à la surface du tissu. Donc on pourrait imaginer une chaussure entièrement faite comme ça, mais il faudrait une sacrée batterie pour l'éclairer suffisamment pour que ça se voit. Là, l'autonomie sur celle-ci, elle est de combien? Une journée normale, on va dire 8 heures. On l'allume plutôt le soir, donc on va dire une soirée complète si c'est nécessaire. Mais on n'a pas du tout optimisé le truc, ça, on peut monter bien au-delà, c'est pas un souci. Et donc elle se recharge par induction, parce qu'il y a une bobine en fait qui est ici, induction. On n'a pas le tapis là pour la mettre par-dessus, mais qui est juste accoupler comme ça et il n'y a pas de contact. Donc en se déchaussant, on les recharge sur le tapis. Exactement. Et là, c'est la question que j'avais préparée pour vous. En gros, qu'est-ce que vous avez appris dans le processus sur vos entreprises respectives, sur le fait de collaborer l'un avec l'autre, et puis qu'est-ce que vous prévoyez comme futur? Est-ce que vous avez déjà d'autres projets dans les cartons Je pense que c'est avant tout effectivement l'aventure et finalement, en tout cas, je vous parle au nom d'ERAM, la réaffirmation du coup d'un savoir-faire, d'une expertise qu'on a vraiment mis à profit de ça. C'est que quand on regarde ça et qu'on se dit comment faire ça, franchement c'est compliqué aujourd'hui, on le sous-estime, mais finalement de personnaliser, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des chaussures qui sont personnalisées, en fait, où il y a des LED sur la semelle, c'est facile parce que tout est dedans. Là, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de personnaliser ce qu'on appelle la tige, le haut. Et donc nous, en fait, on a vraiment mis toute notre expertise qu'on a avec nos bureaux d'études, notre usine et notre savoir-faire et nos techniciens et qualité sur chaussures pour faire ça, donc un vrai retour d'expérience, finalement sur quelque chose qui, à la base, sur le papier, semblait pas très possible, en fait. Voilà, ça c'est vraiment le vrai retour sur expérience. Et je pense que si c'était à refaire, je pense qu'aussi ce qu'on a bien fait, et c'est les enjeux, je pense, d'aujourd'hui avec le digital et pour des enseignes comme nous, c'est d'aller vite en fait. C'est-à-dire qu'on n'a sûrement pas fait des choses parfaites,
Mais en fait, on a sorti des choses très vite et on a appris très vite. Et je pense qu'en fait, si c'était à refaire, il faudrait continuer à faire ça. Alors après, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas passé de temps, des choses qui ne sont pas optimum. Mais en fait, on a à chaque fois appris un maximum de retour sur l'expérience. Et je pense que ça, c'est hyper important aujourd'hui avec le digital et la vitesse et tous les cycles courts qu'on a, en fait, où le time to market est essentiel. Et c'est essentiel d'aller vite et de ne pas trop se prendre la tête finalement sur des choses trop compliquées. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez refusé de faire, que vous aviez la possibilité de faire et vous vous êtes dit, là, on risque de se casser la figure, il vaut mieux qu'on garde ça pour plus tard? Il y a en fait, le projet initial, enfin pas le projet initial, mais une des variantes du projet, c'était le fait de pouvoir personnaliser l'affichage sur la chaussure, c'est-à-dire de ne pas seulement se contenter de changer de couleur, mais par exemple d'avoir une chaussure neutre et de pouvoir choisir un logo, faire la photo de ses enfants, mettre un fil Twitter, etc. Donc c'était encore aller plus loin. C'est quelque chose qui, il y a un an, n'était pas faisable. Aujourd'hui, on commence à voir arriver les premiers matériaux qui permettraient de faire ça. Et on va dire que c'est la V2 de la chaussure qu'on prévoit de lancer l'année prochaine, peut-être, c'est sous réserve, au CES 2017. Donc, c'est-à-dire pour aller encore plus loin que simplement la personnalisation de couleurs. Après, il y a des choses aussi, comme disait Renaud, pour aller vite, ce qu'on pouvait faire mais qu'on a choisi de ne pas faire. Toute la partie data, capteurs, etc. On aurait pu faire une chaussure qui enregistre des tas d'informations. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en sommeil au fond de la semelle et qu'on ne touche pas du tout. D'accord. Et il y avait tout ce qui était aussi energy harvesting qu'on a essayé d'investiguer, mais qu'on a vite abandonné. Compliqué, c'est-à-dire recharger la chaussure en marchant. Il faut faire le tour de la planète pour la recharger pour l'instant avec les technologies qu'on avait essayées. On va dire qu'on va attendre. Je pense que ça va très 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 vite évoluer, hein, mais pour l'instant c'est encore un peu compliqué avec du piézoélectrique notamment de recharger la chaussure en marchant, mais ça va venir. Moi, j'ai une dernière question qui est plus liée à l'exposition médiatique que vous a apporté un tel projet. J'imagine que quand on est fabricant de chaussures, on a des passages médias qui sont bien timés dans l'année et qui ne sont pas nécessairement énormes, notamment au moment du CES. Est-ce que vous avez réussi à chiffrer l'apport en images que ça vous a apporté en tant que marque puisque j'imagine qu'au regard du chiffre d'affaires que la vente des quelques modèles, lorsqu'ils seront produits, ça ne va pas être très significatif pour la marque, mais en revanche, en exposition médiatique, est-ce que vous avez réussi à chiffrer ça ? Alors effectivement, on a eu énormément d'intérêt qu'on n'avait pas vu venir en fait sur le projet. Donc on a été, on a eu toutes les radios, un peu de télé, beaucoup de support print. On a eu un peu plus de 130 à 150 parutions finalement de retombées presse juste en France. Donc ça a été assez énorme parce qu'on ne l'avait pas vu clairement venir. Donc on est super content. Donc c'est vrai qu'en termes d'image, nous, pour réaffirmer justement toutes nos valeurs et tout aussi le repositionnement qu'on fait sur ERAM depuis bientôt 4-5 ans, ça a été un apport énorme parce qu'on a vraiment remis la marque dans une vraie contemporanéité, dans la mode. Voilà, on a refait nos magasins, on a retravaillé le produit, la com. Donc ça, c'est venu encore en plus pour supporter justement tout ce qu'on avait fait. Donc c'était un vrai bel apport. Et puis surtout, on a vachement appris. Ça tire aussi toutes les équipes vers le haut, de se remettre un petit peu finalement en cause sur des choses, sur des métiers en fait qui sont pas les nôtres à la base. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le grand enjeu des boîtes en général, c'est de se remettre en cause et de pas rester dans sa zone de confort en fait. Et ça, c'est aussi énormément. Et ça apporte aussi. Et ça, c'est pas vraiment quantifiable pour répondre à ta question. Après, effectivement, aujourd'hui, c'est un projet qui a plus coûté que ça va rapporter en marge. Mais après, on ne sait pas. On voit que le marché des objets connectés est en train de booster. Donc peut-être que dans 10 ans, sur la chaussure aujourd'hui, il y aura peut-être, 5 à 10% qui sera fait sur des chaussures connectées. On ne sait pas en fait. Donc on aura déjà eu peut-être des parts de marché. On vous le souhaite. Merci à tous les deux. Il nous reste quelques minutes pour des questions dans le public, s'il y en a. Ne soyez pas timide. La première question repart avec une paire de chaussures. Pas de questions ? Ah, une question. Le micro arrive. Bonjour, Gilles. Bonjour. Je travaille aussi sur des objets connectés. Et ce que j'essaie d'appréhender, et qui va être ma question, c'est comment est-ce que vous arrivez à justifier, pour des gens qui ne comprennent pas ce que c'est, pourquoi vous investissez dans un objet qui ne va peut-être pas être utile. Comment vous arrivez à justifier ça? Moi, je travaille sur des poubelles connectées. Vous voyez, c'est très proche de chaussures connectées en termes d'usage immédiat. Et comment vous arrivez à justifier ça? Justifier auprès de quelle cible? Auprès d'investisseurs, auprès de potentiels investisseurs. Aujourd'hui, on n'est pas, en tout cas en ce qui concerne ERAM, dans une démarche de recherche d'investisseurs, puisque c'est nous qui investissons en fait dedans. Okay.
Donc, la seule chose que j'ai eu à justifier, à convaincre, c'est mon top management. Mais, Alors, justement, comment est-ce qu'on va voir son patron en lui disant Exactement. ça fait 100 ans qu'on fait des chaussures, mais moi j'ai envie de faire une chaussure qui change de couleur. Je pense qu'en fait, voilà, on a une boîte qui, justement, son histoire de 90 ans, on est bientôt, qui s'est tout le temps remis en cause. C'est pour ça que l'audace fait partie de notre ADN. C'était assez naturel. Au début, en 1927, on avait 10 usines dans le coin et on fabriquait. Et on a dit les premiers, en 1940, j'ouvre des magasins et je deviens retailer. Et c'était juste énorme à ce moment-là. On a fait, après, développer la franchise comme des fous. Donc, en fait, finalement, notre histoire Eram est faite de combats et d'audace sur casser les modèles. Parce que sinon, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler si on était resté que fabricant. Donc, en fait, c'est plutôt dans notre ADN, dans nos gènes. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, tout le monde a conscience que les objets connectés, c'est un marché qui marche. Qu'aujourd'hui, en fait, si on ne prend pas de risque, on ne rapporte pas de valeur. Et puis, on crée quand même de la valeur. Ce qu'il faut justifier, je pense, c'est la création de valeur autour de ça, pour l'utilisateur final et aussi pour l'entreprise, quoi. Donc, voilà, ça a été finalement assez simple. Une deuxième petite, c'est juste savoir si le lancement de ce concept, qui a été assez bien apprécié par les médias, vous avez noté une évolution de votre chiffre d'affaires sur les autres segments plus traditionnels à partir de ça. Est-ce que ça a rafraîchi votre image auprès de la couche juvénile? C'est super dur de le piloter, je ne peux pas vous répondre. Enfin, aujourd'hui, nous, l'enseigne se porte bien, mais après de dire ça, l'impact à X%, aujourd'hui, c'est très compliqué. On n'a pas sorti encore commercialement la pré-série. L'idée, c'est d'arriver à cet objectif-là assez rapidement. Donc, je pense on verra peut-être un peu plus quand on pourra le vendre à plus grande échelle, entre guillemets, parce qu'en fait, on ne l'a même pas vendu. Aujourd'hui, c'est sûr, par contre, sur l'image, on sent que ça a bougé, puisqu'on voit qu'il y a eu un intérêt. Et Julien aussi peut témoigner, puisqu'en fait, comme il a été à Shanghai, on en a parlé aussi jusque là-bas. Donc, on voit aujourd'hui que les choses ont bougé et que tout le reste, ce qu'on a fait justement par rapport au repositionnement des rames a bougé. Donc ça accompagne tout ça. Maintenant, le quantifier, c'est très complexe en fait. Ok, merci. Eh bien, merci à tous les deux. Merci. On vous retrouve toute la journée si jamais il y a des questions plus personnelles sur l'événement. Avec plaisir. Merci à tous. Merci de votre attention.